Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation qui ressemble vraiment à un thriller géopolitique. Sauf que voilà, c'est bien réel, ça se passe en ce moment même dans l'article. Le sujet, la tentative, ou plutôt l'offensive du président Trump pour que les États-Unis achètent le Groenland. Et la crise diplomatique monumentale que ça a déclenchée. On a devant nous toute une série de dépêches, de reportages, qui couvrent les dernières 24 heures. Notre mission, c'est un peu de décortiquer cette mécanique, de voir ce qui se passe à la Maison-Blanche, comment ça explose sur le terrain, et puis les ondes de choc un peu partout. Et ce qui est vraiment saisissant, je trouve, c'est le choc frontal entre deux mondes, en fait. D'un côté, on a une vision des relations internationales qui est purement transactionnelle, tout s'achète, tout se vend, y compris un pays apparemment, et de l'autre, la résistance viscérale de tout un peuple qui dit non, notre identité, notre terre, ça n'a pas de prix. On a rarement, pour ne pas dire jamais, vu un président américain menacer aussi directement ses plus proches alliés européens pour une affaire de territoire. C'est tout l'édifice des alliances occidentales qui est en train de subir un test de résistance en direct. D'accord. Alors, commençons par la stratégie américaine, le pourquoi et puis surtout le comment. La demande de la Maison-Blanche, elle est brutalement simple. On veut le contrôle total du Groenland. La raison officielle, celle qu'on entend partout, c'est la sécurité nationale. Les sources sont très claires là-dessus. L'administration américaine voit l'article comme le nouvel échiquier face à la Chine et la Russie. Et le Groenland, c'est la pièce maîtresse. Exactement. Mais c'est le comment qui est sidérant. Pour forcer la main du Danemark, l'arme choisie, c'est le marteau-pilon économique, la menace de tarifs douaniers. Et c'est d'une précision chirurgicale. Les dépêches nous donnent tous les détails. On parle d'une taxe de 10% sur absolument tous les biens qui viennent de 8 pays européens. Et ça commencerait le 1er février 2026. Ah oui, donc c'est imminent. C'est ça, dans moins de 2 semaines. La pression est maximale. 8 pays. Et quand on regarde la liste, on comprend la portée du message. Il y a le Danemark, bien sûr, mais aussi la Norvège, la Suède, et puis les poids lourds. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande. En gros, c'est le cœur économique de l'Europe qui est directement visé. C'est tout à fait ça. Et la liste n'est pas un hasard. Une taxe de 10% sur les voitures allemandes, les produits de luxe français, la technologie finlandaise, l'impact économique serait colossal et immédiat. Ce n'est pas une petite menace en l'air. Et pour être sûr que le message passe bien, il y a une clause d'escalade. Si aucun accord n'est trouvé pour la vente du Groenland, le tarif passe à 25% dès le 1er juin. La condition est écrite noir sur blanc, c'est jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour l'achat complet et total du Groenland. C'est la diplomatie coercitive, c'est ça ? C'est ça, mais c'est une version extrême. En clair, c'est presque le diplomatie by bulldozer, quoi. C'est utiliser le gros bâton économique pour dire « faites ce que je veux ou votre économie va souffrir ». La différence fondamentale ici, c'est qu'on utilise cette technique avec des adversaires normalement, pas avec ses plus proches alliés. C'est ça la rupture. Et ce n'est même pas le seul levier, parce qu'en plus de cette bombe économique, il y a autre chose qui plane. Une menace peut-être plus subtile, mais encore plus grave. C'est la menace sur l'OTAN. La possibilité que les États-Unis se retirent de l'Alliance si elle ne facilite, entre guillemets, l'acquisition. C'est une prise d'otage. Complètement. La phrase du président, citée dans les dépêches, est d'une froideur calculée. Il dit juste « nous parlons à l'OTAN ». C'est très court, mais tout le monde comprend le sous-entendu. Ça revient à dire que l'article 5, la clause de défense mutuelle, le socle de la sécurité européenne depuis 75 ans, c'est devenu une monnaie d'échange. C'est un peu comme si, dans une colocation, quelqu'un disait « soit vous me laissez racheter la chambre du voisin, soit j'arrête de payer ma part du loyer et je coupe l'alarme ». Ça met tout le monde dans une position intenable. C'est fou. Et ce qui ajoute au côté surréaliste, c'est le timing. Les articles rappellent que cette menace a été balancée sur les réseaux sociaux juste après des rencontres à Copenhague, entre le vice-président, J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et les dirigeants danois et groenlandais. Et le ministre danois des Affaires étrangères avait qualifié ces discussions de productives. C'est incroyable. On se sourit devant les caméras un jour et le lendemain, Washington sort le bazooka. Pour les Danois, c'est un choc terrible. Ça a été perçu comme une humiliation, une trahison, vraiment. Alors, soit c'est une stratégie pensée, une sorte de gentil flic, méchant flic. Les diplomates rassurent et le président frappe ensuite. Soit, et c'est une autre lecture, c'est le reflet d'une politique étrangère qui est devenue totalement imprévisible, où la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Dans tous les cas, la confiance est rompue.
Bon, cette stratégie de pression maximale a été conçue à Washington. Mais une stratégie, ça se confronte toujours à la réalité du terrain. Et au Groenland, Oui, et justement, sur le terrain, la réalité, elle crie très fort. Les images qui nous arrivent de Nuuk, la capitale, sont incroyables. On ne parle pas d'une petite manif, hein. Les estimations des journalistes sur place sont hallucinantes. Entre un tiers et la moitié de la population de la ville serait dans la rue. Il faut imaginer ce que ça représente. C'est comme si 4 millions de Parisiens manifestaient en même temps. C'est un soulèvement. c'est une mobilisation sans précédent. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils communiquent. Les slogans sont scandés en 2 langues. En groenlandais, on entend le cri du cœur, Kalaallit Nunaat, Kalaallit Nunaat, ça veut dire Groenland, Groenland. C'est pour eux, c'est l'affirmation de leur identité. Et puis, pour les caméras du monde entier, le message est martelé dans un anglais parfait. Greenland is not for sale. Le Groenland n'est pas à vendre. C'est un rejet total, absolu. Et les reportages nous donnent des voix derrière la foule. On a des citations de jeunes manifestants qui sont vraiment poignantes. L'un d'eux qui dit « C'est notre pays. On ne peut pas nous acheter. Nous sommes un peuple. » Ça dépasse complètement la querelle entre gouvernements là. Ah oui, complètement. Et il y a une dimension émotionnelle qui ressort de tous les articles, qui est peut-être la plus importante. Un journaliste sur place parle d'une peur réelle qui s'est installée. Des jeunes lui ont confié, et je cite, « vivre dans la peur que ce soit leur dernière nuit avant que les troupes américaines n'arrivent ». C'est peut-être irrationnel, mais c'est ce qu'ils ressentent. Et ça nous ramène à l'essentiel. On peut parler de géopolitique, de ressources, mais au final, il y a des gens là-bas qui ont peur de se réveiller dans un pays qui n'est plus le leur. C'est d'une violence psychologique inouïe. Et au milieu de cette angoisse, il y a un geste politique qui est d'une force folle. Le Premier ministre du Groenland, qui était au Danemark pour des réunions, il a tout planté là pour rentrer, pour être avec son peuple. Et les images le montrent, debout sur un affleurement rocheux enneigé, un promontoire qui domine le consulat américain. Et de là, il agite un immense drapeau groenlandais en s'adressant à la foule. C'est une image pour l'histoire. C'est David face à Goliath, quoi. C'est un acte de défi symbolique extrêmement puissant. Le choix du lieu n'est pas anodin, hein. Il se place physiquement au-dessus du représentant américain pour s'adresser à son peuple. C'est une façon de dire « c'est moi le dirigeant légitime ici, et cette terre est la nôtre ». Et cette vague de protestation, elle ne s'arrête pas aux côtes du Groenland. Les dépêches indiquent que des manifestations de solidarité ont eu lieu dans plusieurs villes danoises. Des milliers de personnes. La tentative de pression américaine n'a pas divisé le Danemark et le Groenland. Au contraire, elle les a soudés comme jamais. Ce qui nous amène aux répercussions plus larges. Comment l'Europe réagit à ça ? On a l'impression d'une réponse à double détente. D'un côté, quelque chose d'assez discret. Plusieurs pays européens ont envoyé du personnel militaire pour des exercices conjoints au Groenland. C'est une façon polie de dire « on est là, on gère notre sécurité nous-mêmes ». C'est exactement ça. C'est de la diplomatie en treillis. Ce n'est pas une menace, mais c'est un signal très clair. Le message, c'est « le Groenland fait partie de la sphère de sécurité européenne et nous entendons le montrer ». Et puis, il y a l'autre volet de la réponse, le volet diplomatique, qui lui est tout sauf discret. Là, c'est un front uni et des condamnations d'une fermeté assez rare. Oui, les citations des dirigeants européens sont sans aucune ambiguïté. Emmanuel Macron qui parle de menaces inacceptables, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui dit que cette stratégie tarifaire est complètement fausse, et même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, met en garde contre une spirale descendante dangereuse. Ce qui est fascinant, c'est la vitesse et l'unanimité de cette réaction. Washington a peut-être pensé pouvoir isoler le Danemark, qui est un pays relativement petit. L'effet a été l'inverse. En menaçant l'ensemble de l'économie européenne, l'administration américaine a provoqué un réflexe de solidarité immédiat. Le message envoyé en retour est très clair. Si vous touchez à l'un d'entre nous, vous nous touchez tous. D'accord, le front européen est uni, mais est-ce que ce ne sont que des mots ? Est-ce que la Maison-Blanche ne pourrait pas se dire « bon, ils protestent, mais quand on menacera vraiment leurs exportations, ils finiront bien par céder ». C'est le pari de l'administration américaine, mais les sources suggèrent que ce pari est très risqué. Parce que céder sur ce point, ce serait créer un précédent terrible. Ce serait admettre que la menace économique peut dicter la souveraineté territoriale en Europe. Aucun dirigeant européen ne peut accepter ça. Le coût politique interne serait bien trop élevé. Donc, même si une guerre commerciale fait peur à tout le monde, le coût de céder semble encore plus grand. Et il reste la pièce maîtresse du puzzle, l'opinion publique américaine.
Parce qu'une politique étrangère aussi agressive ne peut pas tenir sans un minimum de soutien. Et là-dessus, un sondage CNN tout frais, cité dans les articles, est éclairant. Le mot est faible. Les chiffres sont un véritable désaveu. 75% des Américains s'opposent à cette tentative de prise de contrôle du Groenland. Mais le chiffre le plus important, politiquement, c'est un détail que les analystes soulignent. Beaucoup des propres partisans du président sont contre cette initiative. Ah oui, même dans sa propre base électorale. Exactement. Ce n'est pas une question partisane, démocrate contre républicain. C'est une politique qui est massivement impopulaire, y compris chez ses électeurs. Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui ne passe pas? C'est la méthode? Je pense que c'est un mélange des deux. Il y a l'idée que c'est une distraction. Les États-Unis ont leurs propres problèmes. Et il y a surtout l'impression d'une forme d'abus, d'une rupture des codes. Même pour des électeurs qui sont pour l'Amérique d'abord, il y a une différence entre défendre ses intérêts et s'en prendre comme ça des alliés de longue date comme le Danemark ou la France. Ça heurte une certaine image que les Américains ont de leur propre pays. Et ce rejet de l'opinion, on le voit aussi au niveau politique à Washington. Les dépêches mentionnent une délégation américaine de législateurs bipartisans qui est à Copenhague en ce moment même. Pas du tout anodin. C'est le système de checks and balances américain en action. Cette délégation, composée de démocrates et de républicains, elle est là pour faire du contrôle de dégâts. Leur message aux Européens est, en substance, la position de l'exécutif n'est pas celle de tout le gouvernement américain. Le Congrès veut apaiser les choses. Ça crée une situation incroyablement complexe, avec un exécutif et une partie du législatif qui jouent des partitions totalement opposées sur la scène mondiale. Donc si on résume, on a une stratégie américaine de pression maximale qui se fracasse contre une résistance populaire et politique totale au Groenland et au Danemark. Cette stratégie a pour effet de resserrer les rangs des alliés européens contre Washington. Et pour couronner le tout, elle est massivement rejetée par la population américaine elle-même. C'est un échec sur toute la ligne pour l'instant. C'est un cas d'école qui soulève une question immense sur l'état du monde en 2026. On est en train de voir en direct comment des décennies de partenariats bâtis sur la confiance, sur des valeurs communes, peuvent être balayés en quelques jours par une approche où les alliés ne sont plus des partenaires, mais des actifs sur un bilan comptable. Soit on peut les acquérir, soit on doit les contraindre. C'est une remise en cause totale du logiciel de la diplomatie occidentale. Une dernière pensée. En lisant un peu entre les lignes de tous ces reportages, il y a un détail qui revient sans cesse. Ce désir profond, ancien, des Groenlandais pour leur propre indépendance vis-à-vis du Danemark. Et c'est là que se trouve l'ironie la plus spectaculaire de toute cette histoire. En voulant s'approprier le Groenland par la force, en traitant son peuple comme un objet à vendre, l'administration américaine a provoqué une vague de fierté nationale, un sentiment d'unité sans précédent. Elle a peut-être fait plus pour la cause de l'indépendance groenlandaise en 48 heures que des décennies de militantisme. C'est fascinant. Donc la conséquence totalement imprévue de cette manœuvre pourrait être l'émergence de la toute première nation groenlandaise indépendante de l'histoire. En voulant l'acheter, Trump serait peut-être en train de le libérer. Le genre de retour de flamme géopolitique qui rend cette histoire absolument captivante. Une histoire à suivre de très très près.